En Algérie, la mobilisation se poursuit pour la libération du journaliste Khaled Drareni. En appel, le parquet général a requis 4 années d'emprisonnement ferme, infondé selon Reporters sans frontières. En Guinée, 12 candidats dont Alpha Condé vont à la conquête du fauteuil présidentiel. C'est ce qu'indique le cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Le scrutin se tient le 18 octobre prochain. Et puis, aux États-Unis, Donald Trump multiplie les attaques contre son challenger Joe Biden. Le président américain reste incertain pour sa réélection à 2 mois de l'élection présidentielle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ONG Reporters sans frontières a dénoncé ce mercredi un réquisitoire infondé et extrémiste au lendemain du procès en appel du journaliste algérien emprisonné Khaled Drareni. Elle a appelé également à renforcer la mobilisation pour obtenir sa libération. Lors de l'audience mardi à Alger, le procureur a requis comme en première instance 4 années de prison ferme et une amende de 50 000 dinars, soit 330 € contre Khaled Drareni, directeur du site d'information en ligne Kasbah Tribune, également correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision francophone TV5 Monde et pour RSF. Le verdict est attendu le 15 septembre. Ce réquisitoire totalement infondé et extrémiste fait craindre le pire pour notre ami et confrère, a estimé mercredi le secrétaire général de RSF, Christophe Deloy, dans un communiqué. La vacuité du dossier et l'absurdité des accusations sont patentes. Il revient aux autorités algériennes d'arrêter cette furieuse fuite en avant dans la répression, a souligné Deloy en appelant toutes les bonnes volontés à se mobiliser pour faire pencher la balance du côté de la justice véritable. Au cours de l'appel, Drareni, 40 ans, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie et soutenu par une forte mobilisation pour sa libération, a rejeté catégoriquement les accusations portées contre lui. « Je suis un journaliste et non un criminel. Le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité du pays, mais le protège », a-t-il plaidé à l'issue de l'audience. Incarcéré depuis le 29 mars au centre pénitentiaire de Koléa, près d'Alger, Khaled Drareni a été condamné le 10 août à 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 dinars pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Un verdict d'une sévérité sans précédent qui a surpris et indigné ses confrères. Le collectif qui mène depuis plusieurs mois la contestation en Guinée contre un 3e mandat du président Alpha Condé a annoncé ce mercredi la mise à l'écart de l'un de ses chefs, Cellou Dalein Diallo, et de ceux qui, comme lui, ont choisi de concourir à la présidentielle d'octobre prochain. Suivons ici Abdourahmane Sano, il est le coordonnateur du FNDC. Le FNDC prend acte de la décision de certains partis politiques membres du mouvement qui ont choisi de prendre part à la mascarade électorale présidentielle prévue le 18 octobre prochain. De cette décision découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement dont le FNDC prend acte. Et on reste toujours en Guinée où 12 candidats, dont le chef de l'État en exercice, Alpha Condé, concourront dans le pays à la présidentielle. C'est prévu pour le 18 octobre prochain selon la liste validée par la Cour constitutionnelle. Ce, dans un contexte tendu par des mois de mobilisation contre un 3e mandat du président sortant. La Cour constitutionnelle devait arrêter et publier la liste définitive des candidats retenus, a affirmé son directeur de cabinet, Ibrahima Sori Touré, joint par téléphone. La Cour est tenue de se prononcer aussi rapidement sur la validité des candidatures en raison du délai légal lui imposant de le faire 39 jours avant le scrutin. Les prétendants à la présidence de ce pays de 12 millions d'habitants, sortis en 2010 de décennies de régime autoritaire, avaient jusqu'à mardi minuit pour déposer leur dossier. Ce scrutin présidentiel, un de plusieurs prévu d'ici la fin de l'année en Afrique de l'Ouest, menace d'être troublé tant la contestation demeure quant à sa légitimité et à l'éventualité d'un 3e mandat du président Alpha Condé. Ancien opposant historique démocratiquement élu en 2010 et réélu en 2015, le chef d'État sortant s'en annonce le favori à 82 ans avec le leader d'opposition et ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Le 2 septembre, Condé a mis définitivement un terme
à des mois d'ambiguïté en confirmant qu'il briguerait sa propre succession. Lui et ses partisans soutiennent que la nouvelle constitution qu'il a fait adopter en masse dans la controverse remet son compte personnel à zéro et lui permet de se présenter. Ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. La protestation a mobilisé à plusieurs reprises des milliers de Guinéens. Elle a donné lieu à des heurts et a été plusieurs fois durement réprimée, avec à la clé des dizaines de civils tués. Pour l'heure, l'opposition se divise sur la participation ou le boycott du scrutin. Les parlementaires du gouvernement d'union nationale basé à l'ouest de la Libye et le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar réunis au Maroc sont arrivés à d'importants compromis. C'est ce qui ressort des pourparlers selon le représentant du Haut Conseil d'État libyen. L'initiative du dialogue libyen portée par le Maroc a réuni depuis dimanche deux délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen à l'ouest et du Parlement de Tobrouk à l'est en présence du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Abdel Salam Al-Safraoui, qui préside la délégation du Haut Conseil d'État libyen, avait fait savoir lundi que le dialogue s'était concentré sur les nominations à faire à la tête des institutions régaliennes du pays. Les pourparlers ont débouché sur d'importants compromis. Le dialogue politique se déroule de manière positive et constructive. Les deux parties espèrent obtenir des résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie à l'achèvement du processus d'un règlement politique global. D'importants compromis ont été conclus, notamment l'établissement de normes claires visant à éradiquer la corruption et la dilapidation des fonds publics et à mettre fin à l'état de division institutionnelle. Vive la Libye libre et indépendante. Les deux camps ont annoncé le 22 août séparément un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Les postes de directeur de la Banque centrale, de la Compagnie nationale de pétrole et de chef des armées sont ceux qui divisent le plus les deux camps selon des médias libyens. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a qualifié lundi l'accord de Chrirat de testament de l'engagement résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne tout en souhaitant que la nouvelle initiative du Royaume ait un impact positif. En République démocratique du Congo, la police a dispersé au rassemblement de quelques centaines de manifestants à Kinshasa, la capitale. Ils exigent l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda dans le pays. Les mouvements citoyens Lucha et Filembi à l'origine de la manifestation en fin de semaine à Kinshasa réclamaient, en dehors de l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda, l'arrêt des menaces contre le prix Nobel de la paix congolais 2018, Denis Mukwege. Le rassemblement des activistes qui accusent le diplomate rwandais Vincent Karega de révisionnisme après un tweet controversé sur l'histoire douloureuse des relations entre les deux pays a été dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène et des tirs de sommation. Nous sommes venus demander le départ de l'ambassadeur du Rwanda, celui qui ignore le génocide dans notre pays. Mais la police nous tire dessus et pourtant, c'est pour notre pays que nous sommes ici. Nous réclamons justice et réparation pour tous les actes que le Rwanda a commis au Congo, pour les massacres qui ont été perpétrés. À ce jour, il n'y a pas eu de réparation. En réponse à un Congolais sur Twitter, l'ambassadeur rwandais Vincent Karega avait contesté la responsabilité de son pays dans un massacre de civils en 1998 dans l'est de la RDC. Son tweet rapidement effacé avait relancé la colère d'une large partie de l'opinion congolaise qui accuse le Rwanda d'être à l'origine des guerres et des conflits dans l'est de la RDC depuis 25 ans. Avec le soutien d'opposants, les organisateurs de la manifestation demandent également la fin de l'impunité des crimes dans l'est de la République démocratique du Congo.
Une délégation tchadienne amenée par l'un des fils du président Idriss Déby Itno a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon les autorités israéliennes, les deux camps ont discuté de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. Cette visite intervient moins d'un mois après l'annonce d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis. Suivons ici le premier ministre israélien pour plus de précisions. Le plus important est de saluer chaleureusement votre père, le président Idriss Déby Itno, et le peuple tchadien. J'ai d'ailleurs mentionné nos relations lors des discussions à propos de la paix avec les Émirats. J'en ai fait mention et je veux faire plus qu'en faire mention. Je veux être en mesure de la rendre concrète. Et aux États-Unis, en pleine tournée électorale dans 5 États clés pour la présidentielle de novembre prochain, Donald Trump, l'actuel président, assure qu'il est prêt à investir personnellement dans sa campagne. Le président américain s'est également attaqué à la stratégie de Joe Biden et de Kamala Harris. Floride, Caroline du Nord, Michigan, Pennsylvanie, Nevada, au premier jour d'une série de déplacements dans 5 États clés, le président américain a évoqué le volet financier du combat qu'il mène face aux démocrates Joe Biden à l'approche du scrutin du 3 novembre. Donald Trump s'est dit prêt mardi à mettre la main à la poche si cela s'avérait indispensable dans la dernière ligne droite de sa campagne. Il accuse ses adversaires de noircir le tableau de la situation sanitaire liée au coronavirus et d'imposer par pur calcul électoral des restrictions excessives dans les villes et États qu'il contrôle, faisant référence à Joe Biden et Kamala Harris. Biden a maintenant formé une alliance impie avec les éléments les plus extrêmes et les plus dangereux de la gauche radicale. Vous le savez, avec le fou de Bernie Sanders et tout le monde. Et au fait, vous savez qui est plus à gauche que ce fou de Bernie? Kamala. Joe Biden et son parti ont passé tout l'été à encourager les émeutiers qui sévissaient dans les villes dirigées par les démocrates, les qualifiant à tort de manifestants pacifiques. Et nous vous appelons les manifestants pacifiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des règles dans ces États dirigés par des démocrates qui stipulent que si vous faites campagne, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 personnes. Ils ont fait ça pour moi. Face à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 189 000 morts dans la première puissance mondiale, le locataire de la Maison-Blanche fait aux Américains une double promesse, l'arrivée imminente d'un vaccin et un spectaculaire rebond de l'économie. Dans un contraste saisissant avec le milliardaire républicain, Joe Biden, lui, n'a à ce stade qu'un déplacement prévu mercredi dans le Michigan. Monsieur, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.